Bonsoir, bonjour plutôt, parce qu'il est 13h12 en Martinique. Bonjour Emmanuel de Rénal, merci d'être avec nous. Alors vous avez plusieurs dimensions. En fait, j'en soulignerai trois si vous me le permettez. Vous êtes chef d'entreprise vivant en Martinique. Vous êtes également écrivain et je tiens à souligner l'un de vos derniers livres, si je ne me trompe pas, vous me direz si je me trompe, qui s'appelle Zamana, qui est un roman que vous avez récemment publié chez l'Harmattan. Et vous avez une troisième qualité, c'est que vous bonsoir, bonjour plutôt, parce qu'il est 13h12 en Martinique. Bonjour Emmanuel de Rénal, merci d'être avec nous. Alors vous avez plusieurs dimensions. En fait, j'en soulignerai trois si vous me le permettez. Vous êtes chef d'entreprise vivant en Martinique. Vous êtes également écrivain et je tiens à souligner l'un de vos derniers livres, si je ne me trompe pas, vous me direz si je me trompe, qui s'appelle Zamana, qui est un roman que vous avez récemment publié chez l'Harmattan. Et vous avez une troisième qualité, c'est que vous vous exprimez souvent dans les médias martiniquais, également à la une d'Opinion Internationale, aussi dans des tribunes. Et c'est voilà trois raisons pour vous donner la parole et vous proposer de partager avec nous vos attentes du ministre d'État, ministre des Outre-mer, Manuel Valls. Vous avez la parole pour 5 minutes. Merci à vous. Oui, merci Michel. Alors, effectivement, le ministre viendra prochainement en Martinique et nous avons bien évidemment beaucoup d'attentes à son égard. Alors, moi, je vais me contenter de parler des attentes qui relèvent du champ économique, rappeler peut-être le contexte dans lequel nos économies se débattent tant bien que mal depuis des décennies. Et je parle en particulier de ce qui se déroule dans les Antilles, en Martinique et en Guadeloupe où ces territoires sont marqués d'abord par un effondrement démographique depuis 15 ans, depuis 2009 en particulier, où chaque année, ces territoires perdent environ 4 à 5 000 habitants par an, c'est-à-dire l'équivalent d'une petite commune qui est rayée de la carte chaque année, avec en corollaire le vieillissement des populations. Et donc, nous sommes sur un chemin d'effondrement qu'il est important de corriger en rétablissant notamment l'esprit d'attractivité. Donc, il y a une attente très forte vis-à-vis de l'État sur cette question. La deuxième chose qu'il faut souligner, c'est que la Martinique et la Guadeloupe en particulier sont en état de mal développement depuis des décennies et que toutes les mesures qui ont été prises les unes après les autres depuis 40 ans sont des mesures qui n'ont jamais été à la hauteur ou qui n'ont jamais eu l'ambition de régler fondamentalement nos problèmes. Ce sont des mesures qui ont été un peu correctives, un peu, qui adaptaient des mesures nationales, mais en dehors de la dernière grande loi de défiscalisation qui remonte à 1986, qui a été peut-être la dernière loi choc qui a pu avoir un effet sur notre économie, depuis cette date, on ne peut pas noter qu'il y a eu de grandes mesures significatives qui permettaient de régler nos problèmes structurels. Et puis enfin, la Martinique est prisonnière d'un chômage endémique, structurellement 2 fois plus important que ce qui se passe dans l'Hexagone, avec son corollaire en matière de pauvreté et de pouvoir d'achat, qui est un des thèmes qui a nourri l'actualité ces derniers temps. Et donc, pour toutes ces raisons, l'attente est très forte aujourd'hui d'une action ambitieuse et non pas d'une action cosmétique. Parce qu'on ne va pas régler le problème par des petites mesures, en fait. Il faut réellement renverser la table. Il y a donc sur le débat plusieurs grands sujets. Hein. Le débat le plus marquant aujourd'hui qui a animé notre actualité, ce sont les débats autour de la vie chère, où toute une série d'idées ont été proposées. Il y en a une qui relève fondamentalement de la décision de l'État, qui est celle de la continuité territoriale, car au fond, si on veut réellement remettre de l'égalité entre les Français de l'Hexagone et les Français d'outre-mer, c'est une décision qui ne relève pas du pouvoir des entreprises qui, elles, ont été au bout de ce qu'elles pouvaient faire. Et c'est une décision qui ne peut être prise qu'au niveau de l'État, en finançant notamment tous les handicaps structurels
incompressibles qui font que les prix à la consommation sont mécaniquement plus chers dans des petits territoires, sur des petits marchés éloignés de leur source d'approvisionnement. Donc ça, il n'y a pas de secret. Ça n'est pas en étranglant les quelques acteurs économiques qui restent que nous parviendrons à baisser les prix. Et en cela, je voudrais dire, avec tout le respect que je lui dois, à M. Valls, qu'il ne doit pas se tromper de cible. Le monde de l'entreprise n'est pas le problème. Le monde de l'entreprise est peut-être la solution, mais il doit vraiment s'appuyer sur la bonne volonté et les capacités qui restent de cet écosystème économique qui n'a qu'une envie, c'est de trouver des voies de sortie, des voies de performance, mais qui travaillent dans un champ de contraintes phénoménal. Nous sommes dans des micro-marchés, dans des marchés tiraillés, dans des marchés complexes, dans des marchés concurrentiels, contrairement à ce qu'on entend dire bien souvent. Le taux d'intensité concurrentielle est ici bien plus important que ce que l'on retrouve sur l'Hexagone. Et nous sommes assez effarés, nous, acteurs économiques, de voir les contre-vérités qui circulent à bon compte à l'encontre du monde économique, au point qu'elles deviennent des vérités absolues au plus niveau de l'État. Et ça nous effraie, parce qu'à un moment donné, il faut regarder les choses en face. Nous sommes sur des petits marchés avec quelques acteurs qui se débattent comme ils peuvent, qui n'ont pas des capacités d'exploitation fortes, qui rendent leurs résultats limités. Et aujourd'hui, la question est de savoir, veut-on faire en sorte que la dynamique économique reparte? Et ce n'est pas en sciant les pattes des entreprises que ça repartira, c'est évident. C'est au contraire en accompagnant et en levant les obstacles, en levant les freins dont souffrent toutes ces entreprises. Voilà un petit peu le grand message. Alors, et pour en terminer, j'ai envie de dire, puisque je crois que le cœur du débat vient un peu prisonnier de ce débat sur la vie chère, qui est un thème important, il est vrai, qui n'est pas à mon sens le thème central, mais qui est quand même un thème important. Il y a deux manières de voir les choses. Soit la vie chère, on règle ce problème en baissant les prix. Et pour baisser les prix, encore une fois, la seule voie raisonnable, c'est de le faire soit au niveau des prix, des tarifs d'importation, avec la pression de l'État vis-à-vis d'un tarif export, soit on le fait en compensant les coûts inhérents à l'importation de ces produits. Et ça, c'est une décision d'État. Et l'autre solution, et ça s'appelle la continuité territoriale. Voilà, donc il faut à un moment donné, plutôt que se défausser sur les acteurs qui ont fait tous les efforts possibles, admettre que le ressort est entre les mains de l'État. Et Manuel Valls doit regarder ça avec beaucoup de clarté. Et la deuxième option, c'est de travailler sur les revenus. Et aujourd'hui, le pouvoir d'achat, c'est à la fois les prix d'un côté, à la fois les revenus de l'autre. Et aujourd'hui, il y a encore des marges de manœuvre possibles, à condition que là encore, la volonté d'État s'exprime de manière très claire. Il y a notamment, on en parlera sans doute tout à l'heure, un dispositif que moi j'appelle de mes voeux, mais je ne suis pas le seul heureusement, qui est d'obtenir par dérogation une exonération totale des charges sociales et patronales de tous les salaires du privé, de manière à ce que le salaire brut devienne le salaire net, et qu'ainsi les salaires du privé retrouvent immédiatement 20% de pouvoir d'achat disponible. Et ça peut s'obtenir parce que, d'une part, l'Europe a levé les freins grâce au travail notamment de Max Orville, qui a obtenu un avis favorable en 2022. Et d'autre part, parce que c'est assez légitime de corriger par une mesure ambitieuse, forte, nos handicaps, d'autant plus que nous sommes dans un bassin qui est un bassin caribéen, où nous sommes contraints par des lois, par des règles françaises et européennes, dans un environnement qui, lui, est totalement dérégulé et qu'on ne peut pas parvenir à commercer convenablement avec notre environnement si on ne se remet pas à niveau. Et donc, c'est sur les exploitations de nos entreprises qu'il faut agir. Et donc, le principe de la zone franche sociale pourrait nous permettre de nous réouvrir sur notre bassin caribéen.
Excellent, Emmanuel de Rênal. Merci pour la concision, la précision de vos propos. Et c'est vrai que lorsque Manuel Valls écrivait à tous les députés et parlementaires français, euh, Sénat et Assemblée nationale, un courrier dans lequel il dit je sais que le combat contre la vie chère implique une véritable transformation des économies ultramarines. Vous lui avez donné quelques pistes intéressantes pour cette transformation des économies ultramarines, mais sans effectivement casser l'outil économique productif et créateur de richesses, d'innovation et d'investissement dont effectivement les Antilles et la Martinique, les Antilles et les Outre-mer ont besoin. On va passer à s'exprimer souvent dans les médias martiniquais, également à la une d'Opinion Internationale, aussi dans des tribunes. Et c'est voilà, trois raisons pour vous donner la parole et vous proposer de partager avec nous vos attentes du ministre d'État, ministre des Outre-mer, Manuel Valls. Vous avez la parole pour 5 minutes. Merci à vous. Oui, merci Michel. Alors, effectivement, le ministre viendra prochainement en Martinique et nous avons bien évidemment beaucoup d'attentes à son égard. Alors, moi, je vais me contenter de parler des attentes qui relèvent du champ économique, rappeler peut-être le contexte dans lequel nos économies se débattent tant bien que mal depuis des décennies. Et je parle en particulier de ce qui se déroule dans les Antilles, en Martinique et en Guadeloupe, où ces territoires sont marqués d'abord par un effondrement démographique depuis 15 ans, depuis 2009 en particulier, où chaque année, ces territoires perdent environ 4 à 5 000 habitants par an, c'est-à-dire l'équivalent d'une petite commune qui est rayée de la carte chaque année, avec en corollaire le vieillissement des populations. Et donc, nous sommes sur un chemin d'effondrement qu'il est important de corriger en rétablissant notamment l'esprit d'attractivité. Donc, il y a une attente très forte vis-à-vis de l'État sur cette question. La deuxième chose qu'il faut souligner, c'est que la Martinique et la Guadeloupe en particulier sont en état de mal développement depuis des décennies et que toutes les mesures qui ont été prises les unes après les autres depuis 40 ans sont des mesures qui n'ont jamais été à la hauteur ou qui n'ont jamais eu l'ambition de régler fondamentalement nos problèmes. Ce sont des mesures qui ont été un peu correctives, un peu, qui adaptaient des mesures nationales. Mais en dehors de la dernière grande loi de défiscalisation qui remonte à 1986, qui a été peut-être la dernière loi choc qui a pu avoir un effet sur notre économie, depuis cette date, on ne peut pas noter qu'il y a eu de grandes mesures significatives qui permettaient de régler nos problèmes structurels. Et puis enfin, la Martinique est prisonnière d'un chômage endémique, structurellement 2 fois plus important que ce qui se passe dans l'Hexagone, avec son corollaire en matière de pauvreté et de pouvoir d'achat, qui est un des thèmes qui a nourri l'actualité ces derniers temps. Et donc, pour toutes ces raisons, l'attente est très forte aujourd'hui d'une action ambitieuse et non pas d'une action cosmétique. Parce qu'on ne va pas régler le problème par des petites mesures, en fait. Il faut réellement renverser la table. Il y a donc sur le débat plusieurs grands sujets. Hein. Le débat le plus marquant aujourd'hui qui a animé notre actualité, ce sont les débats autour de la vie chère, où toute une série d'idées ont été proposées. Il y en a une qui relève fondamentalement de la décision de l'État, qui est celle de la continuité territoriale, car au fond, si on veut réellement remettre de l'égalité entre les Français de l'Hexagone et les Français d'outre-mer, c'est une décision qui ne relève pas du pouvoir des entreprises qui, elles, ont été au bout de ce qu'elles pouvaient faire. Et c'est une décision qui ne peut être prise qu'au niveau de l'État, en finançant notamment tous les handicaps structurels incompressibles qui font que les prix à la consommation sont mécaniquement plus chers dans des petits territoires, sur des petits marchés éloignés de leur source d'approvisionnement. Donc ça, il n'y a pas de secret. Ce n'est pas en étranglant les quelques acteurs économiques qui restent que nous parviendrons à baisser les prix. Et en cela, je voudrais dire, avec tout le respect que je lui dois, à M. Valls, qu'il ne doit pas se tromper de cible. Le monde de l'entreprise n'est pas le problème. Le monde de l'entreprise est peut-être la solution.
mais il doit vraiment s'appuyer sur la bonne volonté et les capacités qui restent de cet écosystème économique qui n'a qu'une envie, c'est de trouver des voies de sortie, des voies de performance, mais qui travaillent dans un champ de contraintes phénoménal. Nous sommes dans des micro-marchés, dans des marchés tiraillés, dans des marchés complexes, dans des marchés concurrentiels, contrairement à ce qu'on entend dire bien souvent. Le taux d'intensité concurrentielle est ici bien plus important que ce que l'on retrouve sur l'Hexagone. Et nous sommes assez effarés, nous, acteurs économiques, de voir les contre-vérités qui circulent à bon compte à l'encontre du monde économique, au point qu'elles deviennent des vérités absolues au plus haut niveau de l'État. Et ça nous effraie, parce qu'à un moment donné, il faut regarder les choses en face. Nous sommes sur des petits marchés avec quelques acteurs qui se débattent comme ils peuvent, qui n'ont pas des capacités d'exploitation fortes, qui rendent leurs résultats limités. Et aujourd'hui, la question est de savoir, veut-on faire en sorte que la dynamique économique reparte? Et ce n'est pas en sciant les pattes des entreprises que ça repartira, c'est évident. C'est au contraire en accompagnant et en levant les obstacles, en levant les freins dont souffrent toutes ces entreprises. Voilà un petit peu le grand message. Alors, et pour en terminer, j'ai envie de dire, puisque je crois que le cœur du débat vient un peu prisonnier de ce débat sur la vie chère, qui est un thème important, il est vrai, qui n'est pas à mon sens le thème central, mais qui est quand même un thème important. Il y a deux manières de voir les choses. Soit la vie chère, on règle ce problème en baissant les prix. Et pour baisser les prix, encore une fois, la seule voie raisonnable, c'est de le faire soit au niveau des prix, des tarifs d'importation avec la pression de l'État vis-à-vis d'un tarif export, soit on le fait en compensant les coûts inhérents à l'importation de ces produits. Et ça, c'est une décision d'État. Et l'autre solution, et ça s'appelle la continuité territoriale. Voilà, donc il faut à un moment donné, plutôt que se défausser sur les acteurs qui ont fait tous les efforts possibles, admettre que le ressort est entre les mains de l'État. Et Manuel Valls doit regarder ça avec beaucoup de clarté. Et la deuxième option, c'est de travailler sur les revenus. Et aujourd'hui, le pouvoir d'achat, c'est à la fois les prix d'un côté, à la fois les revenus de l'autre. Et aujourd'hui, il y a encore des marges de manœuvre possibles, à condition que là encore, la volonté d'État s'exprime de manière très claire. Il y a notamment, on en parlera sans doute tout à l'heure, un dispositif que moi j'appelle de mes voeux, mais je ne suis pas le seul heureusement, qui est d'obtenir par dérogation une exonération totale des charges sociales et patronales de tous les salaires du privé, de manière à ce que le salaire brut devienne le salaire net, et qu'ainsi les salaires du privé retrouvent immédiatement 20% de pouvoir d'achat disponible. Et ça peut s'obtenir parce que, d'une part, l'Europe a levé les freins grâce au travail notamment de Max Orville, qui a obtenu un avis favorable en 2022. Et d'autre part, parce que c'est assez légitime de corriger par une mesure ambitieuse, forte, nos handicaps, d'autant plus que nous sommes dans un bassin qui est un bassin caribéen, où nous sommes contraints par des lois, par des règles françaises et européennes, dans un environnement qui, lui, est totalement dérégulé et qu'on ne peut pas parvenir à commercer convenablement avec notre environnement si on ne se remet pas à niveau. Et donc, c'est sur les exploitations de nos entreprises qu'il faut agir. Et donc, le principe de la zone franche sociale pourrait nous permettre de nous réouvrir sur notre bassin caribéen. Excellent, Emmanuel de Rênal. Merci pour la concision, la précision de vos propos. Et c'est vrai que lorsque Manuel Valls écrivait à tous les députés et parlementaires français, euh, Sénat et Assemblée nationale, un courrier dans lequel il dit je sais que le combat contre la vie chère implique une véritable transformation des économies ultramarines. Vous lui avez donné quelques pistes intéressantes pour cette transformation des économies ultramarines, mais sans effectivement casser l'outil économique productif et créateur de richesse, d'innovation et d'investissement
dont effectivement les Antilles et la Martinique, les Antilles, les Outre-mer ont besoin. On va passer à... Rappeler à Manuel Valls qu'il y a dans les Outre-mer des Français qui veulent absolument renforcer le lien national. Moi, je suis désolé de constater que dans les territoires d'outre-mer, il y a des forces qui consistent à distendre ce lien national, et ça depuis des décennies, et en prenant le risque de mettre nos petits territoires dans des impasses. Et aujourd'hui, je crois qu'il faut qu'on retrouve un lien dans lequel chacun retrouve sa pleine identité. Ce n'est pas parce que je suis français européen que je suis moins martiniquais et moins caribéen. Donc je crois qu'il faut qu'on règle nos problèmes de relation avec la France, mais une relation qui doit à nouveau être fière, être adulte, et de manière à pouvoir optimiser les coopérations et jouer pleinement notre rôle pour la France au-delà des frontières hexagonales. L'outre-mer agrandit la France dans toutes ses dimensions, sur le plan territorial, sur le plan culturel, sur le plan de son influence. Nous avons un rôle à jouer et nous devons absolument régler nos problèmes relationnels, qui sont des problèmes ambigus depuis trop longtemps. Alors, est-ce que ça doit passer par une consultation? Peut-être, mais aujourd'hui, l'état des relations génère des points de vue démagogiques qui viennent pourrir les débats, qui viennent ajouter des filtres qui ne sont pas bons quand on veut traiter nos problèmes. Et je crois qu'il faut qu'on règle ça. Donc, comment instaurer les conditions d'un dialogue sincère entre chacun dans ce territoire, entre nous d'abord et entre nous et la République. Il y a là un vrai travail. Et pour bien illustrer mon propos, je veux faire référence à ce que l'État a entrepris dans les années 2000 en instaurant le principe du dialogue social, qui a consisté à réunir les forces vives contradictoires des territoires de la Martinique, les syndicats, les patrons, la société civile, dans un immense atelier qui a duré plus d'un an et demi, pour forcer chacun à faire tomber ses représentations sociales et arriver à un consensus d'appartenance. On a besoin de ça aujourd'hui. On avance dans ce pays en étant trop fracturé et donc on est trop faible parce que nous générons nous-mêmes nos propres divisions. Et l'État a sans doute un rôle à jouer avec nous, avec les forces vives, constructives, pour remettre un petit peu d'espérance dans nos territoires. Voilà. Merci Manuel Durénal.